Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire des Moonlight Flowers. Nous sommes de retour avec un peu de retard, mais nous nous intéresserons, comme la dernière fois, ici à des livres de nos genres favoris, la science-fiction, la fantasy et le fantastique, anciens ou récents, pour les faire connaître ou les décortiquer. Mais qui sommes-nous pour les nouveaux venus ? Vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, nous sommes une association de jeunes auteurs amateurs d'imaginaire basée à l'université Toulouse 2, où nous organisons, en plus de faire des podcasts, des ateliers d'écriture tous les mardis, au foyer de lettres de 18 à 20h. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau trois. Charlie, bonjour Charlie. Bonjour. Marion, bonjour Marion. Bonjour. Et moi Ludo. Bonjour Ludo. Merci. Bonjour Ludo. Et après notre épisode pilote d'Halloween, nous allons parler d'un livre plus récent, mais déjà relativement important dans l'histoire de l'anticipation littéraire. Nous allons donc, comme la dernière fois, pour commencer, donner chacun notre tour notre petit avis sur le roman, puis nous allons en parler de manière plus détendue ou en débattre. Et quoi de mieux, pendant le mois de décembre, où nous allons nous baffrer comme des malpropres, que de parler d'Hunger Games. Hunger Games est le premier tome d'une série dystopique jeunesse, écrit par Susan Collins, autrice américaine, et paru dans sa version française en 2009. L'histoire a lieu quelque part dans le futur, dans les États-Unis réprimés et divisés en 12 districts portant le nom de Panem. Dans cet univers déprimant, notre héroïne Katniss Everdeen survit tant bien que mal dans le district 12, le plus désavantagé. À 16 ans, elle se porte volontaire à la place de sa petite sœur pour représenter la branche féminine de son district lors de la 74e édition des Hunger Games, jeux morbides, durant lesquels s'affrontent à mort 2 tribus de chaque district jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Que dire sur Hunger Games en 2021 ? Eh bien, tout d'abord que c'est un bon roman. Spectateur, à l'époque de leur sortie des 2 premiers films, je n'en avais pas gardé un souvenir absolument impérissable. J'ai d'ailleurs revu le premier pour cette chronique, et c'est vous dire, j'avais même oublié que la caméra dansait le twerk, et que le montage était fait à la mitrailleuse. Le roman, donc, est meilleur que le film. Parce que, contrairement à lui, et ce sera le principal point de cette chronique, il est un bon exemple de tout ce qu'on peut construire en termes de world building, de relations personnages et d'investissement du lecteur, avec une narration à la première personne. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas du Victor Hugo, mais c'est ici, je pense, bien utilisé. En termes de world building tout d'abord, le roman nous met dans les bottes et dans la tête de Katniss, la protagoniste, dans un contexte politique plus large. Et ça n'a l'air de rien, mais ça fait que nous sommes aux premières loges quand un élément du monde l'affecte. Les institutions de ce monde-là, leur action, les conséquences des décisions politiques sont donc incarnées plus violemment, plus clairement, grâce à l'implication de la narratrice dans le récit. Là où le roman, et plus largement la série, s'appuie sur l'empathie du lectorat à une Katniss souvent perdue, faillible, souffrante, pour faire voir comment elle est affectée par le monde et commence à peine à entrevoir dans le tome 1 l'effet qu'elle peut avoir sur lui, le film nous balance de la révolution dès le premier opus, et on en parlera peut-être plus tard. Et comme l'événement présenté par le film est présenté de l'extérieur du point de vue de l'héroïne, elle ne sait même pas que cet événement a lieu, il est ressenti moins intensément, malgré les louables efforts de la Shekikam montée sur un pogostique. Katniss, comme citoyenne de Panem, a d'ailleurs des opinions politiques qui sont bien arrêtées au début du roman, mais qui évoluent au fil de ses rencontres avec les gens et au fil des événements, un peu comme dans la vraie vie en fait. Du coup, le contexte politique à hauteur de femme fait presque oublier le fait que le synopsis a pas mal provoqué de la moquerie. Mais s'il y avait des œufs comme ça dans la vraie vie, ça serait la révolution tout de suite. Il en va de même pour les personnages. Le fait que nous les voyons agir du point de vue de Katniss nous les rend paradoxalement plus crédibles, malgré le caractère limité des informations que nous avons sur eux, voire à cause de cela. Lire le livre et revoir le film me fait apprécier le triangle amoureux comme presque crédible. Là aussi, on n'est pas dans de la... Voilà. Peeta devient même touchant par moments dans le livre, en grande partie parce que le roman pose bien, grâce à la narration de Katniss, qu'elle-même est complètement paumée par rapport à son comportement. La plus grande longueur, par ailleurs, permet de mieux appuyer le titre. Plus grande attention est donnée à la survie dans le roman, ce qui installe une sorte de dialogue silencieux via les mécaniques des Hunger Games entre Katniss et son mentor Haymitch, avec qui pendant la majeure partie de la préparation, elle ne s'entend mais pas du tout. Le film rate donc complètement le développement des personnages et de leurs relations, des plus importants aux plus insignifiants, mais on en parlera peut-être pendant le débat. En termes d'investissement du lecteur enfin,
Une grande partie, on l'a vu, de l'intérêt du roman tient au fait que nous sommes pris dans le point de vue de Katniss et donc de ses réactions émotionnelles. Or, celles-ci sont souvent relativement intenses, parfois même un poil hyperboliques. Et il se trouve que, sur moi, parce que j'ai un cœur d'artichaut, ça marche. Or, le film ne nous présente pas ces réactions, mais la façade impassible que Katniss s'est créée à force de trauma, et qui est évoquée telle qu'elle dans le roman. Il est donc beaucoup plus difficile d'être impliqué dans la trajectoire de ce personnage quand on ne le voit que de l'extérieur. Bref, pour conclure, ce qui sauve le roman, et en a fait, je pense, un tel succès, c'est cette narration à la première personne qui est, je trouve, crédible et relativement bien utilisée. La plupart de ces ficelles narratives et littéraires partent de là. C'est cette narration qui fait de Katniss un personnage intéressant, et c'est cette narration et les œillères qu'elle nous impose en termes de worldbuilding qui rendent la charge dystopique du roman, l'apprentissage politique de l'héroïne, crédible. C'est elle enfin qui, chargeant les actions des autres personnages des réactions émotionnelles de la protagoniste, nous les rendent plus attachants, comme dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie aussi, nous voyons les gens auxquels nous sommes attachés et que nous aimons de l'extérieur. Ça peut paraître extrêmement basique comme procédé, et ça l'est. Il y a évidemment beaucoup d'autres romans qui ratent leur narration à la première personne, je trouve que celui-là ne la rate pas, mais sans entrer dans les détails stylistiques, parce que j'ai lu le roman en anglais et qu'on n'a pas le temps, je pense que c'est l'une des raisons de sa réussite. Hunger Games, la référence incontournable de littérature jeunesse en termes de dystopie. Contrairement à beaucoup d'autres, je fais partie des hérétiques qui se sont lancés dans l'aventure assez tard, c'est-à-dire il y a environ 2 semaines. J'espère me faire pardonner en avouant que j'ai non seulement adoré le lire, mais aussi en disant qu'à mes yeux, et au risque de faire la parodie d'une très mauvaise 4e de couverture, c'est un roman vraiment addictif. C'est simple, il m'est tombé entre les mains et 2 jours plus tard, je le lâchais à regret. Cette emphase n'a rien d'inédit, je la partage avec de très très nombreux autres fans partout dans le monde. Mais comment l'expliquer ? Pourquoi Hunger Games a-t-il suscité tant d'enthousiasme ? Pourquoi lui et pas un autre en somme ? Difficile de trouver la recette secrète du best-seller, alors à la place, je vais me contenter de dire ce qui a bien fonctionné sur moi. D'abord, le rythme. Le bouquin est vraiment efficace sur ce point. Aucune longueur ou tergiversion qui n'en finisse plus, il aura suffi d'un chapitre pour poser les bases de l'univers avant de faire démarrer l'histoire. Dès les dernières lignes du chapitre 1, le lecteur sait déjà que c'est Prim qui est choisi pour les Hunger Games. Mais même si le rythme nous emporte dans le courant, ce n'est pas pour autant qu'il se presse et survole les détails qui font le charme du roman. Car l'attention aux petites choses est bien là, et c'est d'autant plus agréable, car elle renforce le réalisme et la cohérence du roman. Je prends pour exemple ce passage où la corde d'abondance brûlante complique l'ascension de Katniss alors qu'elle tente de fuir les chiens. Ici, le soleil n'est pas un élément qui pose le cadre. Il engendre des conséquences sur l'environnement, et qui vont d'ailleurs, comme beaucoup d'autres choses dans l'arène, véritablement impacter Katniss dans ses plans de survie. L'action gagne d'autant plus en réalisme que les clichés sont souvent esquivés habilement. On se souvient sans peine de l'insistance sur le nombre d'inscriptions de Katniss aux Hunger Games, pour finalement découvrir que c'est Prim qui est sélectionné. La scène se charge alors d'une intensité dramatique qui n'aurait pas pu naître si Katniss avait directement été tirée au sort. C'est cette façon de prendre le contre-pied des attentes du lecteur qui rend, à mon sens, l'histoire si addictive et surprenante. Cette attention aux détails montre aussi, de la part de l'auteur, un véritable attachement à rendre ses personnages à la fois réalistes et complexes. Katniss est une adolescente pleine de contrastes, ce qui la rend ultra crédible. C'est une jeune femme à la fois endurcie par une vie rude, mais aussi quelqu'un dont on ressent la jeunesse par moments. Je pense notamment à cette scène dans l'ascenseur, où elle souhaite intérieurement refaire un tour, un peu comme dans un manège. Elle est intelligente et peut se montrer à la fois cynique et drôle dans ses comportements, comme lorsqu'elle fanfaronne dans son arbre devant ceux qui veulent sa mort. Pita, lui, est plus candide, même s'il sait se montrer malin. Son don pour le camouflage, sa capacité à se mettre la foule dans la poche, et cette fois où il couvre Katniss pendant un dîner, montre qu'il est très très loin d'être naïf. Quant au duo Effie et Mitch, je le trouve particulièrement symbolique. Au-delà d'être comiques, ils sont en fait une parfaite métaphore du double visage de la société de Panem. L'un en représente la surface, le Capitole et sa superficialité, tandis que l'autre expose cette part plus sombre qu'il aimerait cacher sous la première, une vie rude qui pousse notamment Mitch à noyer cette réalité difficile dans l'alcool. La présence des symboles tout au long du roman est d'ailleurs particulièrement intéressante. À mon sens, on pourrait faire un podcast entier sur ce que représente le Gémoqueur, cette figure à la fois tragique et ironique qui accompagne Katniss d'un bout à l'autre du roman. Il y a aussi la récurrence du pissenlit au début, puis celle de la musique, et enfin Rue, cette petite fille qui devient un symbole de tout ce que Katniss perd dans l'arène. Rue, c'est l'innocence, la jeunesse malicieuse qui a tenté de survivre au pire et qui se voit assassinée.
Rue, c'est une petite sœur, l'évidence que personne n'est à l'abri. Rue, c'est le pire drame de Panem, l'exemple même de ce que ce monde commet de plus injuste et de plus terrible. Les symboles sont aussi accompagnés d'images qui, elles aussi, donnent de la profondeur aux personnages et à l'intrigue. Je prendrai simplement pour exemple le baiser que Katniss dépose en plein sur le bleu de Peeta. D'emblée, on comprend qu'elle compte déjà se servir de la plus grande faiblesse de Peeta, qui est ici illustrée par son bleu. Son affection pour elle, représentée par le baiser, va devenir une de ses armes de survie pour les épreuves qui l'attendent dans l'arène. Bref, j'ai essayé de regrouper ici tout ce que j'ai aimé dans le livre, mais il n'y a ici qu'un échantillon. En réalité, Hunger Games, et c'est là que j'entre peut-être un peu en désaccord avec toi Ludo, c'est un peu plus qu'une narration réussie à la première personne. Je trouve que oui, ce jeu nous met bien dans les bottes de Katniss, et il est très efficace pour plonger le lecteur dans l'histoire. Mais je trouve aussi que le rythme, les symboles, les personnages et cette minutie dans les détails font, à mon sens, toute la différence. Et ça, je trouve que ça pourrait casser toutes les pattes d'un canard. Ma découverte de la saga Hunger Games remonte à mes tendres années de collège, et avant cette relecture pour le podcast, il m'en restait pas beaucoup d'éléments si ce n'est les gros fils de l'intrigue en elle-même et l'ambiance. Plusieurs problèmes se posent là. 1. Dans un collège de campagne aussi déprimant que le mien, n'importe quel roman dans l'histoire me semblait un poil plus intéressant que le journal de l'école faisait l'affaire, et pourtant, même du haut de mes 13 ans, j'ai pas dépassé les 20 premières pages du tome 3, complètement désintéressé par le dénouement de cette histoire. 2. Je suis presque certain que si le livre n'avait pas rencontré un tel succès et soulevé une telle vibe de hype, l'intrigue aurait disparu dans les méandres de ma mémoire en même temps que le reste de mon année de 4e. 3. L'ambiance, on la doit entièrement aux adaptations cinématographiques qui font un taf plutôt cool là-dessus, car le livre n'offre aucune attention particulière à son atmosphère. On va commencer, si ce n'est déjà fait, par le négatif, parce que être pessimiste, ce n'est pas un état d'esprit, c'est un mode de vie, et ça s'entretient. Pour mettre les choses au clair tout de suite, je vous le dis, voilà, j'avoue, je déteste Katniss. Genre, viscéralement. Elle me tend, elle fait monter ma pression artérielle. J'ai envie de lui mettre des tatanes, mais je le fais pas, parce qu'elle est quand même un peu plus balèze que moi et je tire mes dents. Mon problème avec ce personnage n'est pas sa bêtise abyssale, ni même son syndrome de Marissou éhontée, bien que j'ai un poil de respect pour l'autrice d'avoir réussi à mélanger les deux dans un seul personnage, mais mon problème c'est qu'elle est pas crédible. Elle ressemble trop à un personnage. Quand je lis le livre, je peux facilement imaginer l'autrice rédiger sa fiche perso, et ça me dérange. Katniss, c'est pas une jeune femme forte et complexe, c'est une liste de 5 qualités et de 5 défauts. C'est un Sims avec 2 vibes possibles dans sa garde-robe. Second problème, et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je trouve le livre trop utilitaire. Je vais pas râler sur le style parce qu'on va me regarder mal, par contre, je veux parler de la totale absence de naturel dans ces pages. L'autrice suit son intrigue religieusement, ne s'en éloigne jamais. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui lui donne, à celui-ci comme à d'autres, ce sentiment addictif, avec des guillemets. Mais moi ça me gave. Chaque action, chaque ligne de dialogue, chaque souvenir raconté, chaque description sert l'intrigue, au détriment de ce qui fait pour moi une des forces les plus importantes d'une œuvre littéraire, l'ambiance. J'ai pris du recul. J'ai oublié les images des films, j'ai lu bêtement ce que j'avais sous les yeux, et j'ai rien vu. Ou plutôt, j'ai entrevu des contours et quelques couleurs. Sacrebleu, tu veux instaurer une intrigue révolutionnaire ? Fais-nous la sentir, la différence abyssale entre le district 12 et le Capitole. Je suis le plus grand fan des décors dystopiques de grandes villes, et là j'ai eu que des os à ronger, ce qui est pas très sympa en vue de la dalle phénoménale que m'a donné ce roman. Mais revenons à notre absence de naturel. Il est difficile de poser une ambiance ou même de construire une personnalité à un personnage si tout ce qu'il dit et fait sert à 100% l'intrigue. On pourrait l'expliquer par le fait que, oui, mais Katniss c'est sa personnalité, elle a une idée en tête, elle la suit jusqu'au bout. Et je vous dirais que non, malotru, parce que tous les personnages sont comme ça. J'aurais aimé, et c'est bête, trouver des détails inutiles dans ce roman. Des ragots sur la vie sentimentale des filles, apprendre que Cato dort avec un ours en peluche. J'avais juste envie de malmener le livre et de lui hurler de me donner plus à manger, mais je l'ai pas fait parce que c'était la copie de Ludo et je suis quelqu'un de sympa. Bon, le tunnel de sel est interminable, donc on va passer à du semi-positif. Ce livre est dommage. Juste dommage. Dommage dans le sens où tous les éléments étaient là pour que ce soit bien, voire super, et pourtant c'est raté. L'intrigue en elle-même est très intéressante, le symbolisme dont parlait Marion est bien foutu, quelques ressorts narratifs ont tout pour être touchants, les idées de personnages sont forts, et pourtant, tous ces éléments prometteurs restent collés aux pages, et le livre ne m'emmène nulle part. Je n'ai pas froid dans les nuits terribles de la reine avec Katniss. Je n'ai pas le cœur déchiré de la voir devoir choisir entre maladie de la peau et random male tribute. Je n'ai pas faim quant à la fin, je n'ai pas peur quand elle est en danger. Et surtout, et je crois que c'est la plus grande déception de ma lecture tout entière, quand elle remet enfin les pieds dans le district 12, elle aurait très bien pu descendre du train dans un champ complètement lambda pour tuer une vache et ça m'aurait fait le même effet. En conclusion, je ne pense pas qu'Hunger Games, tome 1, je préfère ne pas me prononcer sur les suivants,
soit un mauvais roman. Je pense que c'est un roman maladroitement rédigé, mais rempli de bonnes idées et d'attention, avec une héroïne certes insupportable. Ah, et oui, l'excuse « c'est un roman jeunesse » ne tient pas. Il y a un débat, majoritairement agité par des parents inquiets, pas les miens, ça j'en suis sûre, qui se demandent si à 11 ans, c'est pas un peu trop tôt pour les Hunger Games. Chers parents, ne vous en faites pas. Avec aussi peu de relief et de description, votre enfant pourra passer des nuits paisibles, même en ayant avalé le fruit du labeur de Suzanne Collins, en une journée, au CDI. Maintenant que nous avons tous parlé, avec des avis divers, alors vous aurez compris, hein, Marion a beaucoup aimé, Charlie contient plus de sel que l'intégralité du roster e-sport de League of Legends, et moi je vais essayer de faire le centriste au milieu. Mais on va lancer le débat, et avant de vraiment parler des points extrêmement les plus polémiques, j'aimerais qu'on parle du fait que Hunger Games c'est un roman où il n'y a pas beaucoup de gras. C'est-à-dire, Charlie dit « y a pas assez de détails, je veux apprendre des choses sur le nombre de poils sur le postérieur de Kato », voilà ce genre de truc. Il y en a 4. Comment tu sais ça ? Je suis allée voir. Très bien. Tandis que Marion est plutôt de mon avis à moi, à savoir c'est bien parce que ça permet d'avoir des trucs principalement utiles, que ça n'empêche pas au personnage d'être caractérisé, et on reviendra peut-être sur ça après. Et le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de gras, et ça c'est vrai, et on peut aimer, on peut pas aimer, mais c'est aussi pour ça que les films sont nuls. Et genre voilà, moi ça va être le point polémique, j'aime pas les films. Moi je trouve qu'ils évoquent rien, je trouve que c'est le degré zéro de l'ambiance beaucoup plus que le livre. Voilà. Réagissez, battez-vous. Allez. Tu as aimé le film toi du coup Charlie ou... Alors moi j'ai revu le 1 en compagnie de Ludo il y a pas longtemps. Et on était à peu près d'accord pour dire que c'était un peu filmé avec le postérieur. Mais en soi, moi j'ai trouvé que l'ambiance était cool. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un vibe assez intéressant. Et après, j'ai pas de souvenir des autres films, alors que je les ai vus au cinéma. Et les gars, je sais pas, j'y arrive pas. Alors, je vais être un petit peu plus méchant sur les films. Hein. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment le degré zéro de l'ambiance. L'image est grise. Et non seulement l'image est grise et pas intéressante, et c'est juste de l'urbex misérabiliste nul, même quand on voit Panem de loin, sauf qu'en plus c'est de la bouillie numérique. Mais en plus de ça, clairement, genre, mis à part les créations de Sina, qui pour le coup, là, il y a un vrai travail de l'image qui est ouf, les effets spéciaux sont dingues, c'est vraiment très bien foutu. Puis c'est un des rares moments où le caméraman est pas en train de danser la claquette, donc ça va, quoi. Mais sinon, notamment les scènes pendant les jeux, désolé, hein, j'ai fait du GN, et il y a une grosse vibe de ouais, on a tous cousu nos costumes nous-mêmes et on fait semblant de se battre un peu mou, sauf qu'en plus de ça, il y a le caméraman qui danse le lac des cygnes plutôt que de nous filmer, quoi. Alors moi j'ai pas revu le film en entier avant de venir, c'est pas bien. Parce que je savais qu'on allait en parler, mais j'ai juste pas eu le temps. Mais du coup, j'ai quand même regardé quelques extraits et tout ça pour me mettre dans le bain. Et c'est vrai que oui, moi j'avais complètement oublié cette caméra qui tressaute tout le temps. Et finalement, je me suis demandé si c'était pas une espèce de parti pris artistique pour donner l'impression en fait que quand on regarde ce qui se passe, on est un petit peu à la place du Capitole, on a cet œil un peu intrusif, on a l'impression qu'on suit Katniss un peu en secret pour essayer de faire un truc un peu méta. Alors j'en sais rien du tout, hein, c'est une théorie que je donne comme ça, je la balance alors que j'ai pas vu le film, donc je suis vraiment la pire. Mais à mon avis, il y a peut-être un parti pris aussi, un deuxième, pour rendre aussi ça un peu plus pesant, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi Charlie, que l'atmosphère dans le film, je l'ai beaucoup plus senti que dans le livre, dans le sens où déjà cette caméra qui filme de façon bizarre, comme tu dis Ludo, il y a pas beaucoup de couleurs, c'est assez gris. Je trouve que c'est vrai qu'on la sent bien la différence entre le Capitole et puis le district 12. Et vraiment c'est filmé, tu vois tout le monde qui a quasiment les mêmes couleurs de vêtements, c'est quasi monochrome, enfin c'est vrai c'est pesant, tu regardes le début, tu dis waouh là ouais le district 12 c'est pas la joie, on s'enjaille pas là-bas. Donc j'ai bien aimé l'atmosphère du film, mais je trouve aussi que les personnages sont réduits qu'à un seul caractère pour le coup par rapport au roman, et qu'ils vont le garder plus ou moins tout le long du film.
Par exemple, Effie Trinket, du coup, ça va rester l'espèce de bourgeoise exubérante tout le long, et c'est tout. Alors qu'il y a des moments dans le roman où elle sait se montrer un peu moins chiante. Katniss, pareil, elle a juste cette face poum, statique, elle ne sourit pas, et voilà, c'est son trait de caractère. Alors que dans le roman, il y a des moments où elle se montre manipulatrice, où elle sourit, elle essaye un peu de charmer le public. Je l'ai beaucoup moins senti ça dans le film. Ouais, alors que Jennifer Lawrence, fondamentalement, c'est joué. Il y a une seule scène où elle m'émeut dans le film, c'est quand elle est sur le point d'entrer dans les jeux, qu'elle est sur le point d'entrer dans une espèce de capsule là, pneumatique, alors, hop, et où elle se met à trembler et qu'elle en peut plus, qu'elle est absolument terrifiée parce qu'elle a l'impression qu'elle va mourir. Et là c'était cool, là c'était bien. Et puis bon, c'est vraiment dommage qu'on lui ait demandé parce que c'est très certainement une demande de la réalisation. Je sais plus qui a réalisé ce film. Donc on lui a demandé d'avoir une resting bitch face tout le reste du film, parce que elle sait faire. Enfin, oui, d'autant que c'est ça, c'est une bonne actrice en plus. Après, on peut dire que Hunger Games, c'est aussi un livre qui est difficile à adapter au cinéma parce que tout se passe, comme tu le disais dans ta chronique, Ludo, dans la tête de Katniss. Et vu qu'on est à l'intérieur de sa tête, tout le long du roman, on n'a que l'aperçu du monde par le prisme de ce qu'elle en dit, elle. Et du coup, pour mettre ça au cinéma, c'est super compliqué, parce que du coup, la caméra filme Katniss en train d'agir, on est hyper extérieur par rapport au roman. Et du coup, va essayer de retranscrire ce que l'héroïne pense, alors que c'est vrai, dans le roman, elle a cette espèce de bitch face. Un peu moins quand même que dans le film, mais c'est vrai que Katniss, c'est pas quelqu'un qui est très souriant à la base. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas non plus un roman facile à mettre en image. Et c'est vrai que faire une petite voix off, tu sais, pour essayer de combler le truc, c'est un peu kitsch. Et ça aurait rendu très mal. Donc je peux comprendre que c'est pas hyper évident. Les voix off, ça réussit rarement. Mais l'autre truc, c'est non seulement la... Bon, alors... Je sais qu'il y a d'autres trucs, c'est genre, oui, je sais, j'aurais pu parler de plein d'autres trucs dans le roman, mais j'ai voulu parler de la première personne, parce que c'est effectivement un truc qui manque dans le film, mais justement, en écoutant la chronique de Charlie, et en la relisant avant l'émission, je me suis aussi rendu compte qu'effectivement, il y a très peu de détails inutiles, ce qui veut dire que, fondamentalement, alors que c'est un roman qui est plutôt court, enfin voilà, c'est pas le Seigneur des Anneaux, quoi, dès que tu coupes un truc, ça devient moins intéressant. C'est pour ça que je suis un peu surpris par ton point de vue, Charlie, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que moi, je suis pas aussi dur avec le livre parce que, fondamentalement, ce que t'as ressenti avec le livre, les personnages sont pas développés, c'est vraiment une ou deux notes maximum, une liste d'actions à effectuer pour faire avancer l'intrigue. J'ai eu très très fort cette impression-là avec le film. Et même, pour être honnête, parce que j'ai vu les 3 premiers, j'ai pas vu le tout dernier, j'ai vu les 3 premiers, et même avec les 3 films que j'ai vus sur les 4. Par contraste avec le film, le roman est passé beaucoup mieux. Tu vois, y compris en termes d'ambiance. Mais c'est peut-être aussi parce que, moi, encore une fois, je suis un petit tendre, donc on me met dans les bottes d'un personnage, tout de suite je me sens beaucoup mieux. Je me sens, j'ai envie de ressentir les choses avec elle ou lui. Après moi, ce qui m'a un peu tendu avec cette narration à la première personne, c'est le fait que on te présente Katniss comme quelqu'un, basiquement comme une chasseuse en fait. Son taf, elle chasse et elle nourrit sa famille comme ça. Et le problème, c'est qu'elle a aucun skill d'observation. Et elle devrait les avoir, ces skills d'observation. Et au travers de ces skills d'observation que l'autrice complètement oublie, et du coup, c'est pour ça on aurait pu avoir tout ce tas de détails, tout ce tas d'ambiance dans la forêt. Parce que moi, je trouve qu'en fait, l'ambiance de la forêt aurait dû être l'ambiance prédominante, sachant que c'est vraiment le milieu de vie numéro 1 de Katniss. Elle est tout le temps en train de chasser dans la forêt. Et la forêt, je la ressens pas. Moi, j'aime bien... être dans le truc, vraiment voir les images dans ma tête et tout. Et là, en fait, j'imaginais la forêt à côté de chez mes parents parce que, je pense pas que ce soit la même forêt, tu vois. Mais vraiment, il y avait pas assez. Alors que Katniss, avec un œil d'expert qui peut spot un lapin à 850 mètres et lui mettre une flèche dans l'œil droit,
on devrait avoir ce souci du détail de la part du personnage. Sauf que non, elle est trop dans sa tête, elle est trop en crise d'ado, en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Pita, il est gentil ? Est-ce que Pita, il est méchant ? Oui, mais en même temps, il faut que je sois gentil avec lui, mais en même temps, je sais pas. Elle a 16 ans et elle a des mascus sous stéroïdes qui essaient de la tuer, donc ouais, tu vois, genre... Moi aussi, je serais un peu angoissé à cet âge-là, je pense. Je pense que maintenant, tu vois, je ferais pas beaucoup mieux. Et je suis vieux. Oui, mais du coup, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que justement, ça la rend très cohérente parce que justement, on ressent cette jeunesse qui va venir en contradiction avec cette maturité assez précoce qu'elle a parce qu'elle a vécu dans un monde absolument horrible, avec des réalités qui sont très très dures pour quelqu'un de son âge. Et justement, je pense que c'est des petits pics pour rappeler justement que ça reste quand même une gamine de 16 ans qui est confrontée à des choses qui la dépassent finalement. Donc ça m'a pas trop dérangée dans cette mesure-là. Alors j'aimerais reprendre ce truc de l'observation parce que effectivement, et genre j'y réfléchis très très fort parce que spontanément j'ai eu envie de te contredire, Charlie, parce que je ne suis pas aussi salé que toi, mais dans le même temps c'est vrai que je vois assez peu de et alors je vais pouvoir dire un truc qui me plaît, mais en même temps dire t'as pas trop mal raison, parce que c'est vrai qu'il y a peu de détails visuels, mis à part quand on aborde le Capitole, où là il y en a beaucoup plus. Où ce qui est mis en avant, c'est le côté extrêmement bigarré. Alors attention, minute, on va se branloter sur des concepts, où est mis en avant la poikilia, c'est-à-dire en grec le caractère bigarré de l'habillement des citoyens du Capitole. Eh ben, on a très peu de trucs visuels, même la topographie du district 12, mis à part une ambiance générale de oh là là, c'est gris, les gens sont pauvres, ils ont l'air pas contents, on n'a pas grand chose. En revanche, ce qui est souvent, c'est s'il y a une sensation, il n'y a pas grand chose à se mettre sous l'œil quand tu essaies d'imaginer le truc. En revanche, il y a un truc dont je me souviens très très bien, c'est les sons. Genre, elle est beaucoup plus attentive au son, au bruit que fait Pita quand il est blessé, qu'ils doivent se traîner ailleurs, au fait qu'il fait tellement de bruit qu'elle peut pas chasser, au bruit que font les animaux. Léger moqueur. Ouais. Et le fait que leur présence est avant tout sonore. Genre, je suis même pas certain de me souvenir de leur description physique, entre guillemets, mais en revanche, le fait qu'ils imitent des mélodies... l'ambiance, etc., c'était quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le fait que le film soit aussi plat au niveau de l'ambiance sonore, c'est un défaut de plus, voilà. Et puis même que le fait que les gongs, les coups de canon qui annoncent les morts, c'est aussi quelque chose qui est comme ça dans le... Oui. C'est pas une voix qui dit « Endemweng », c'est vraiment... Roger est mort. Et il y a l'ambiance sonore, et l'autre truc aussi, c'est j'ai eu l'impression qu'il y avait une ambiance dans la forêt, et j'ai eu l'impression qu'il y avait une ambiance dans le Capitole, donc j'ai bien ressenti le truc, parce que dans la forêt, elle est libre de faire les associations d'idées qu'elle veut. Et notamment quand elle est dans la forêt, elle est en paix avec elle-même, elle est tranquille, elle est avec son meilleur ami, maladie de peau, Gale, et elle pense à son papa qui lui manque, mais c'est des bons souvenirs, etc., même si c'est un peu triste et mélancolique. Et puis, dans le Capitole, voilà, elle est enfermée, c'est claustrophobique, elle se sent en danger dès le début, les étoffes sont trop douces, ça lui déplaît, elle a tout le temps le bide trop plein parce qu'elle a appris à pas gâcher, donc elle bouffe beaucoup trop. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre du roman est vachement plus adapté au roman que au film, parce qu'au film, elle a jamais la dalle, ou en tout cas, on la voit jamais clairement avoir la dalle, tandis que dans le roman, c'est constant, et le contraste, du coup, entre les sensations dans le district 12 et les sensations dans le Capitole, les émotions dans le district 12, les émotions dans le Capitole, sont vraiment super bien posées. Voilà. Donc oui, il y a une ambiance, bordel. Et oui, donc ce que je disais, c'est que je suis assez d'accord avec ça, et je trouve que c'est assez intéressant la différence qu'il y a entre l'anxiété, la peur, tout ce que vous voulez que ressent Katniss quand elle est enfermée d'abord au Capitole avant les Jeux, puis après dans cette espèce de cellule psy un peu chelou après les Jeux, et pendant les Jeux. C'est-à-dire que quand elle est enfermée dans un endroit qui lui est pas familier, qui est pas la forêt, basiquement, qui est pas son district, c'est une peur qui est vraiment de l'ordre elle est pas en contrôle, en fait. C'est pas c'est du danger, elle est en danger, et en plus elle est pas en contrôle. Alors que quand elle est dans cette forêt, même si elle la connaît pas, ça reste une forêt, il y a des arbres, il y a de l'herbe, voilà, on la connaît à peu près.
Et du coup, c'est vraiment là, c'est de la survie, donc c'est la peur qui vient par rapport à la survie. Et en fait, du coup, je trouve ça assez intéressant que les seuls vrais moments de breakdown qu'elle a, c'est pas dans l'arène, c'est avant et c'est après. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc, l'aspect survie, c'est complètement perdu dans le film. Enfin, voilà, dans le film, c'est la bagarre. Oui. C'est à peu près tout. Moi, l'aspect survie, au bout d'un moment, il m'a un peu saoulé dans le bouquin, hein, parce que tout le moment où ils sont dans la grotte avec Pita, j'en avais marre. Mais j'en avais marre. Il faut savoir, mon chou, est-ce qu'il y a trop de détails ou pas assez? mais il y avait pas de détails, ils bouffaient, ils dormaient. Mais oui, tout le temps. Et t'as un développement lent de leur relation sur le fait où ils savent pas l'un l'autre où ils en sont. C'est ces scènes-là qui rendent le triangle amoureux presque. Alors, j'aime pas les triangles amoureux, hein. Je déteste ça me saoule. Déjà parce que la monogamie s'est dépassée. Et ensuite parce que c'est souvent du drama gratuit, mais c'est en partie ces moments passés avec Pita dans la grotte. Alors je me souviens plus exactement, faudrait que je relise, mais c'est en partie ces moments passés avec Pita dans la grotte qui lui font se demander, merde, je ressens peut-être quelque chose pour Pita, c'est peut-être analogue à ce que je ressens pour Gale, ce qui veut dire que peut-être là où je pensais que Gale était mon pote, peut-être que je ressens autre chose pour lui. Et donc le fait que ce soit le développement de sa relation avec Pita qui l'amène à s'interroger sur sa relation avec Gale, qui est, je trouve, assez intéressant. Alors que dans le film, c'est juste Gale regarde les Hunger Games à la télé et il voit que Katniss fait des bisous à Pita et il sourit encore moins. Voilà, parce que déjà il sourit pas de base, il sourit une fois, voilà, dans les 10 premières minutes du film, et ensuite il sourit pas. Et il fait encore plus la tête. Et il va bien avec Katniss du coup. Oui, du coup. Oui. Je voulais lancer un long débat sur les références gréco-romaines dans Hunger Games, mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Donc, nous allons nous arrêter là. C'est ainsi que se termine ce 2e épisode de notre podcast. Nous espérons qu'il vous aura plu. Nous vous encourageons à vous fournir en livres pour savoir exactement de quoi nous parlions. Nous espérons également vous retrouver le mois prochain. C'est dans longtemps. C'est donc le moment pour nous de vous demander de vous abonner pour ne pas le rater. Pour celles et ceux qui seraient au Mirail, notre principale activité est un atelier d'écriture qui a lieu pour le moment tous les mardis de 18 à 20h au foyer du Gai Savoir, en croisant très très fort les doigts pour que les conditions sanitaires nous permettent de continuer. Nous accueillons les nouvelles têtes avec plaisir. À la prochaine, cher public. Lisez, écrivez et portez-vous bien.